It's one small step for man, one giant leap for mankind. Je m'appelle Didier Verkint, je travaille ici au LAP, dans une expérience qui s'appelle Virgo, qui a construit un détecteur d'ondes gravitationnelles près de Pise. Et je vais essayer de vous présenter un peu l'histoire des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire comment l'idée des ondes gravitationnelles est née et comment la polémique a commencé dès la naissance des ondes gravitationnelles sur leur existence possible ou non. Et puis comment on en est arrivé à tenter la détection des ondes gravitationnelles et finalement réussi cette détection au mois de septembre 2015. Et avant de parler de l'histoire des ondes gravitationnelles, je voudrais dire un mot sur une notion qui vous est peut-être peu familière, c'est la notion d'onde. Donc si on regarde dans le dictionnaire, une onde c'est une modification de l'état physique d'un milieu matériel ou immatériel qui se propage à la suite d'une action locale avec une vitesse finie déterminée par les caractéristiques des milieux traversés. En gros, ça signifie que si vous modifiez, si vous avez une surface d'eau calme et que vous agitez cette surface verticalement, cette modification va se propager. Cette modification verticale va se propager horizontalement et vous allez voir un point quelconque de la surface de l'eau, par exemple là où se trouve le bouchon, se déplacer avec un mouvement vertical qui sera similaire à la perturbation que vous avez générée à la surface de l'eau. Donc cette onde se déplace horizontalement, mais le mouvement de la matière se fait verticalement. Ce qui se propage, c'est uniquement la perturbation que vous avez générée initialement. Alors, il y a deux autres mots qu'il faut voir en ce qui concerne les ondes gravitationnelles, c'est le mot immatériel et le mot vitesse finie. C'est-à-dire que dans le cas des ondes gravitationnelles, la modification que vous faites, la modification se fait sur le tissu même de l'espace-temps. Et donc cette modification se propage dans un milieu immatériel. Ça ne se propage pas dans de la matière comme de l'eau. Et ça se propage cependant à une vitesse finie. Vous allez voir que c'est la même vitesse que la vitesse de la lumière. Alors, je vais essayer de remonter fortement dans le temps parce qu'on fait appel à des notions fondamentales comme l'espace et le temps pour décrire les ondes gravitationnelles. Donc, entre l'abstraction des formes géométriques pures et une conception très concrète des éléments premiers dont est fait le monde, le ciel, le feu, l'air et l'eau, la Grèce antique parlait déjà de notions comme le temps, l'espace, le mouvement, les forces appliquées ou transmises et les liens de cause à effet. Mais on ne parlait pas évidemment encore d'ondes qui se transmettaient d'un endroit à un autre. Et ces notions, en fait, ont été à la base des travaux scientifiques qui se sont faits ensuite jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et elles sont arrivées en Europe grâce à des passeurs comme Gérard de Crémone, qui a recopié plus de 70 textes écrits en arabe et il les a recopiés en latin. Et ces textes parlaient des notions découvertes par les Grecs, mais aussi par les Arabes. Et c'est notamment grâce à ces transmissions de connaissances qu'a commencé la grande révolution scientifique du XVIIe siècle. Alors, au début de ce XVIIe siècle, Kepler, l'astronome Johannes Kepler, s'est intéressé au mouvement des planètes et à la notion d'espace. Galilée, de même, a développé l'intuition d'un espace vide dont l'existence n'est pas liée à la présence de choses matérielles. Et Descartes lui s'intéressait également à la notion d'espace, mais il rattachait cette notion à une substance, c'est-à-dire qu'il ne pouvait y avoir d'espace sans qu'il y ait matière, sans qu'il y ait une substance qui remplisse cet espace. Et il critique d'ailleurs Galilée sur sa méthodologie scientifique et sur certaines notions fondamentales de Galilée. Il écrit par exemple «
Tout ce que Galilée dit de la vitesse des corps qui descendent dans le vide est bâti sans fondement, car il aurait dû auparavant déterminer ce que c'est que la pesanteur, et s'il en savait la vérité, il saurait qu'elle est nulle dans le vide. C'est-à-dire que Descartes n'accepte pas déjà qu'il y ait une action à distance à travers le vide. La notion de vide, pour lui, est une horreur absolue. Galilée va s'intéresser également à la chute des corps, à l'inertie, au phénomène des marées. Et en cela, on peut dire qu'avant Newton et Einstein, c'est un véritable précurseur. Nous verrons que toutes ces notions ont quelque chose à voir avec les ondes gravitationnelles. Au XVIIe siècle, à la demande très insistante de Edmund Halley, Isaac Newton finit par publier sa loi de la gravitation universelle. Elle suppose une action à distance instantanée entre les planètes. Et Newton disait comment ces attractions agissent, je ne veux pas le savoir. Ce que j'appelle attraction peut être actionné par contact ou tout autre moyen que j'ignore. Autrement dit, il ne faisait aucune hypothèse en ce qui concerne la façon dont la gravité se propage d'un corps à un autre. Comment la gravitation attire les planètes entre elles. Donc cette notion d'action magique à travers le vide embarrasse pourtant Newton. Il écrit dans une lettre adressée à Richard Bentley en 1692 que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide, sans médiation d'autre chose, par quoi et à travers quoi leur action et force puissent être communiquées de l'un à l'autre, est pour moi une absurdité, dont je crois qu'aucun homme ayant la faculté de raisonner de façon compétente dans les matières philosophiques puisse jamais se rendre coupable. Donc, dès les débuts de la gravitation universelle de Newton, se pose ce problème de la propagation de la gravité à travers un espace vide. Et c'est déjà un problème, y compris pour le créateur de la loi de la gravitation universelle. Alors, depuis le début de ce XVIIe siècle, les observations astronomiques ont indiqué que le mois lunaire, c'est-à-dire la période avec laquelle la Lune tourne autour de la Terre, mesuré en jours terrestres, est de plus en plus court, comme si la Lune se rapprochait du Soleil, se rapprochait de la Terre. En fait, on va s'apercevoir plus tard, grâce à notamment les travaux du fils de Charles Darwin, George Darwin, qu'à cause des forces de marée, la rotation de la Terre ralentit, c'est-à-dire les jours terrestres se rallongent, et la Lune, au lieu de se rapprocher de la Terre, s'éloigne de la Terre. Mais à l'époque, l'Académie des sciences française ouvre en quelque sorte un concours pour trouver une explication à ce mouvement de la Lune anormal. Et en 1787, Pierre-Simon de Laplace propose une explication de cette anomalie du mouvement de la Lune, ce qu'il appelle la transmission successive de la gravité, qui devrait se propager à une vitesse de plus de 50 millions de fois la vitesse de la lumière. Dans son traité de mécanique céleste, dans le chapitre consacré au mouvement de la Lune, il explique que la vitesse de la force attractive entre la Lune et la Terre devrait surpasser 50 millions de fois la vitesse de la lumière, donc on peut la supposer infinie. Donc ces calculs lui avaient montré que si on essayait de trouver une explication au mouvement anormal de la Lune en disant que la gravité se propageait à une vitesse finie, n'était pas instantanée, on trouvait une vitesse qui était très très grande, et donc finalement on pouvait supposer quand même que la gravitation se propageait à une vitesse infinie. Petite anecdote, pour faire ces calculs assez compliqués, Laplace fut aidé par un jeune homme qui s'appelait Alexis Bouvard, qui était originaire d'un village des Alpes, que vous connaissez sans doute, des Ouches. Ensuite, on passe directement au XIXe siècle, qui va être le siècle de l'électromagnétisme. On considère que la gravitation, c'est un sujet réglé, entre guillemets. La loi de Newton marche très très bien. On a quelques anomalies, comme ce fameux mouvement de la Lune. On va s'apercevoir qu'il y a une autre anomalie, c'est le mouvement de Mercure. L'orbite de Mercure n'est pas stable, elle tourne régulièrement de moins d'1 degré par siècle.
Mais ce qui va surtout intéresser les physiciens à cette époque, c'est l'électromagnétisme. Et au cours de ce 19e siècle, plusieurs mathématiciens ou physiciens, dont les physiciens Weber ou les mathématiciens Karl Gauss et Bernard Riemann, vont étudier la propagation des forces électriques et vont même parfois parler de la propagation de la gravité. Et avec les travaux de Maxwell, les physiciens vont commencer à s'interroger sur la propagation des ondes électromagnétiques et supposent la présence d'un support pour ces ondes. Là, encore une fois, les physiciens n'aiment pas voir des ondes se propager dans le vide sans support aucun. Donc, ils imaginent un milieu indéformable qui serait présent partout, qu'ils vont appeler l'éther. La question va également se poser en ce qui concerne la gravitation. À quelle vitesse elle se propage et dans quel support? Et en 1892, Hendrik Lorentz va définir ce qu'on appelle les transformations de Lorentz, qui vont être à l'origine de plusieurs tentatives pour redéfinir la gravitation universelle de Newton. En 1905, Poincaré écrit, donc un autre physicien qui travaillait comme Lorentz sur l'électromagnétisme, mais aussi sur la redéfinition de la gravitation de Newton à travers les connaissances de l'époque. Il écrit en 1905 « J'ai d'abord été conduit à supposer que la propagation de la gravitation n'est pas instantanée, mais se fait à la vitesse de la lumière. Et quand nous parlerons donc de la position ou de la vitesse du corps attirant, il s'agira de cette position ou de cette vitesse à l'instant où l'onde gravifique est partie de ce corps. » Et en 1905 et 1906, il va montrer que les modifications du champ de gravitation créé par une masse se propagent à la vitesse de la lumière dans le cadre d'une théorie qui laisse valable la loi de Newton, à condition que les transformations de Lorentz soient à la base de la théorie. Et il explique notamment que lorsque Laplace a fait ses calculs, il a fait des corrections au premier ordre, c'est-à-dire que les corrections à la loi de Newton que Laplace voulait mettre en place étaient proportionnelles au rapport de la vitesse des astres qui se déplacent sur la vitesse de la lumière. Et si on se base sur les transformations de Lorentz, en fait, Poincaré va conclure à une modification du deuxième ordre. C'est-à-dire que d'après Lorentz, Poincaré écrit, d'après Lorentz, toutes les forces, quelle qu'en soit l'origine, sont affectées par la transformation de Lorentz. On trouve d'abord que cette hypothèse nous force à supposer que la propagation de la gravité n'est pas instantanée, mais se fait avec la vitesse de la lumière. Est-il alors possible de trouver une loi qui satisfit à la condition imposée par Lorentz et qui en même temps se réduisit à la loi de Newton toutes les fois que les vitesses des astres sont assez petites pour qu'on puisse négliger leur carré devant le carré de la vitesse de la lumière? À cette question, ainsi qu'on le verra plus loin, on doit répondre affirmativement. Donc, on est passé en fait Laplace avait abouti à une vitesse de la gravitation très très grande parce qu'il avait considéré que l'explication de la modification à la loi de Newton due à la propagation de la gravité était proportionnelle à V sur C, donc la vitesse des astres divisée par la vitesse de la lumière. En fait, Poincaré et Lorentz disent que cette modification est en V2 sur C2, c'est-à-dire beaucoup plus petite, et ça permet à ce moment-là d'avoir une vitesse de propagation de la gravité égale à la vitesse de la lumière. Donc, Hendrik Lorentz a tenté lui aussi de décrire la gravité dans le cadre de l'électrodynamique et des transformations qui portent son nom. Et suivant des travaux de Mossotti et Zollner, il va essayer d'expliquer la gravitation comme une sorte de force électrique différentielle. C'est-à-dire que si on considère qu'une charge plus et une charge moins s'attirent un petit peu plus que ne se repoussent deux charges plus, la différence entre ces deux phénomènes, il va l'attribuer et créer la force de gravitation. Et dans le cadre de cette théorie, la propagation de la gravité se fait à la vitesse de la lumière. Et il parviendra à une théorie où n'apparaissent justement que des différences négligeables avec la théorie de Newton, qui sont de l'ordre de V2 sur C2.
Mais une révolution se prépare. Elle concerne aussi bien les transformations de Lorentz que l'éther. Déjà en 1888, Poincaré avait déclaré « Peu nous importe que l'éther existe réellement ». C'est l'affaire des métaphysiciens. L'essentiel pour nous, c'est que tout se passe comme s'il existait et que cette hypothèse est commode pour l'explication des phénomènes. Un jour viendra sans doute où l'éther sera rejeté comme inutile. Vous ne croyez pas si bien dire. Le 26 septembre 1905, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte, qui fonde les transformations de Lorentz sur le principe de relativité et ne se préoccupe plus du tout de l'existence d'un éther par rapport auquel on pourrait décrire tout mouvement. Donc c'est une nouvelle conception de l'espace et du temps, mais la gravitation n'y joue aucun rôle. Donc, Einstein considère très rapidement la nécessité d'inclure la force de gravitation dans le cadre de sa théorie de la relativité restreinte. Et d'autres physiciens, comme Max Abraham, Gustave Mie, Henri Poincaré et Lorentz, vont tenter aussi d'élaborer de nouvelles théories de la gravitation dans un cadre relativiste, dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte. Donc on est passé du 19e siècle avec les nombreux progrès dans le domaine de l'électricité et du magnétisme, et grâce à Maxwell, de l'unification de ces deux phénomènes en un seul, l'électromagnétisme, à la notion d'éther pour pouvoir propager les ondes électromagnétiques, transformation de Lorentz, théorie de la relativité, et tout ce nouveau cadre, en fait, l'éther étant mis à la porte, nécessite de reformuler la gravitation, enfin, la façon dont on décrit la gravitation. Donc en 1915, Einstein publie la théorie de la relativité générale, qui prend en compte la force de gravitation. Et en fait, dans cette théorie, la force de gravitation n'existe plus. Elle est remplacée par une courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire que l'espace-temps dit à la matière comment elle doit se déplacer, et la matière dit à l'espace-temps comment il doit se courber. Et pour aboutir à cette théorie, Einstein va faire une longue démarche sur plusieurs années qui va aboutir finalement à 4 communications à l'Académie des sciences à Berlin, les 4, 11, 18 et 25 novembre 1915, après avoir échangé de nombreuses informations et après une course effrénée avec David Hilbert, qui était un mathématicien de Göttingen, qui était aussi intéressé pour trouver les équations de la relativité générale, enfin les équations du champ gravitationnel dans un cadre d'espace-temps courbé. Donc pour vous illustrer à quel point cette période de juin à novembre 1915 a été intense pour Albert Einstein, ça c'est une photo d'Albert Einstein avant 1915, et ça c'est une photo après novembre 1915. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc, cette théorie de la relativité générale et les équations du champ gravitationnel associées vont être la base de la création, enfin des ondes gravitationnelles. Tout est prêt pour leur naissance. Alors, je voudrais aussi faire remarquer que pendant ces années 1907 à 1915, où Albert Einstein a élaboré cette théorie de la relativité générale, il a échangé, il a discuté, il a beaucoup échangé de façon épistolaire avec des physiciens de son époque, avec des gens comme Weil, Ehrenfest, Mie, et ce n'est pas un travail en solitaire. Et notamment, il a aussi demandé l'aide de ses anciens amis quand il était à l'école polytechnique de Zurich. Il est allé voir Marcel Grossmann quand il était de retour à Zurich en 1912. Il est allé voir son ami Marcel Grossmann, qui lui a fait découvrir toute la puissance de la géométrie différentielle, des espaces courbés qu'avaient déjà étudié Gauss et Riemann. Et ils ont fait ensemble un premier papier, un premier article, qui est l'ébauche d'une théorie de la relativité générale, qu'on appelle le Henneburg Paper.
Il a également demandé de l'aide à son ami Michele Besso pour calculer à partir des équations de la relativité générale. Donc, en 1913, il n'avait pas encore les équations définitives, mais il a demandé à Michele Besso de calculer à partir de ces équations quelle serait la prédiction pour le mouvement anormal de Mercure. Donc Michele Besso a fait beaucoup de calculs qui ont ensuite servi à Albert Einstein pour rapidement trouver la bonne solution en 1915 lorsqu'il était en train de faire la course avec David Hilbert pour être le premier à publier les équations de la relativité générale. Et puis il a aussi été aidé par cette concurrence avec David Hilbert, qui a écrit un article le 20 novembre 1915, soit 5 jours avant la publication à l'Académie des sciences par Albert Einstein de ses équations finales de la relativité générale. Et dans son article, David Hilbert écrit « Les équations différentielles de la gravité auxquelles j'ai abouti de cette manière sont, je pense, en bon accord avec celles d'Einstein dans ses derniers articles où il présente sa théorie de la relativité générale. » Donc il reconnaît déjà que Albert Einstein a été le précurseur pour la théorie de la relativité générale. Et d'après la biographe de Hilbert, il aurait dit plus tard « N'importe quel galopin de Göttingen en sait plus en géométrie quadridimensionnelle qu'Einstein, mais c'est lui qui a fait le travail, et pas les mathématiciens. » Donc ça, c'est pour vous dire un peu que le travail d'Einstein ne s'est pas fait dans un mode solitaire. Il a échangé beaucoup, il a été aidé pour certains aspects de sa théorie. Et la fin du 19e siècle et le début du 20e ont été des périodes très intenses de réflexion scientifique. Les ondes gravitationnelles et la théorie de la relativité générale ne sont pas des idées jaillies soudainement dans le cerveau, par ailleurs brillant et créateur d'Albert Einstein. Elles sont aussi le fruit d'un contexte scientifique, d'une effervescence qui caractérise la fin du 19e siècle et le début du 20e. Elles sont le prix de nombreuses tentatives théoriques infructueuses, invalidées par les confrontations avec l'expérience ou par leur complexité par rapport aux axiomes de la relativité générale. Donc ceci étant dit, à partir de cette théorie de la relativité générale, Einstein, le 22 juin 1916, publie un article où il parle pour la première fois des ondes gravitationnelles et où il essaye de linéariser les équations de la relativité générale. Ces équations sont non linéaires, et pour arriver à trouver que dans l'approximation de champs gravitationnels faibles, elles sont équivalentes à la loi de Newton, il fallait faire cette opération de linéarisation des équations. Et cette linéarisation fait apparaître justement la possibilité d'émission d'ondes gravitationnelles. Le 31 janvier 1918, il publie un deuxième article qui corrige une erreur de l'article de 1916 et qui, pour la première fois, montre ce qu'on appelle la formule du quadrupole, c'est-à-dire la façon dont les ondes gravitationnelles sont générées. Ce ne sont pas des ondes comme les ondes électromagnétiques qui sont dipolaires, ce sont des ondes quadrupolaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont générées que par le mouvement asymétrique, le mouvement accéléré de masses qui sont asymétriques. Une petite anecdote, Arthur Eddington, un astronome anglais, trouvera en 1922 une erreur d'un facteur 2 dans l'article de 1918. Juste histoire de dire que c'est jamais parfait. Alors, beaucoup de physiciens sont sceptiques dès le début quant à l'existence des ondes gravitationnelles. Einstein lui-même va changer plusieurs fois d'avis sur leur existence et estime que même si elles existent, elles sont sans doute indétectables. Et Arthur Eddington, qui en fait est l'astronome qui, en 1919, a pris l'initiative de faire une expédition pour aller voir une éclipse solaire, et pendant cette éclipse solaire, mesurer en fait la façon dont la lumière des étoiles est déviée par le Soleil et montrer approximativement que la théorie de la relativité générale prévoyait la déviation correcte de la lumière par le Soleil. Donc c'est Arthur Eddington qui a en fait rendu célèbre Einstein en montrant que sa théorie de la relativité générale fonctionnait bien et corroborée par les mesures.
Mais c'est aussi lui qui, le 1er décembre 1922, va écrire un article intitulé Propagation of Gravitational Waves, où il tente de montrer que les ondes gravitationnelles n'existent pas et ne sont en fait qu'un artefact mathématique, et pour s'amuser, il dira qu'elles se propagent à la vitesse de la pensée. Donc ça, c'est inspiré en fait par le fait que, en théorie de la relativité générale, vous pouvez vous placer, vous pouvez choisir votre système de coordonnées pour décrire les phénomènes physiques de la façon que vous voulez. Et donc, dans un système de coordonnées, vous verrez les ondes gravitationnelles. Dans un autre système de coordonnées, ces ondes gravitationnelles n'apparaissent pas dans les équations. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est juste un artefact mathématique lié à un choix de système de coordonnées, ou si c'est réellement, ou si ça existe réellement. Et puis, à partir de la fin des années 20, les ondes gravitationnelles vont tomber un peu dans l'oubli. On doute beaucoup de leur existence. Même si elles existaient, elles sont inaccessibles à la mesure expérimentale. Et puis, en cette période des années 20 et 30, c'est l'apogée d'une autre révolution scientifique, la mécanique quantique, qui va beaucoup plus, sur laquelle vont beaucoup plus se focaliser les physiciens. Malgré tout, Eddington, en 1924, qui n'est pas seulement un critique de l'existence des ondes gravitationnelles, mais surtout quelqu'un qui étudie profondément la théorie de la relativité générale, va décrire l'effet qui était, enfin, va montrer que l'effet qui était décrit par Laplace est en fait un effet en V5 sur C5. C'est-à-dire que Lorentz et Poincaré pensaient que c'était un effet en V2 sur C2. En fait, c'est un effet encore plus petit. Donc, les ondes gravitationnelles sont vraiment quelque chose de très faible, si on veut les prendre en compte, pour décrire la façon dont la gravitation se propage d'un corps à un autre. Donc la linéarisation qu'avait proposée Einstein est insuffisante pour décrire deux astres qui orbitent l'un autour de l'autre. Et pendant plusieurs années, il va y avoir plusieurs tentatives de décrire le mouvement d'une étoile double, enfin de deux astres qui tournent l'un autour de l'autre, dans le cadre de la relativité générale, en essayant d'avoir les bonnes équations du mouvement et de voir si ce genre de système émet des ondes gravitationnelles ou pas. En 1941, Landau et Lifshitz, deux physiciens russes, vont publier Classical Theory of Fields, un livre qui fait référence, et dans lequel ils décrivent les ondes gravitationnelles émises par un système binaire. C'est une première tentative de décrire les ondes planes gravitationnelles émises par un système binaire. Je passe sur la suite, disons que c'est une période dans les années 40 où on va commencer à voir apparaître des groupes de travail sur la relativité générale, une certaine renaissance de la relativité générale. Il y aura une publication de John Archibald Wheeler aux États-Unis avec son étudiant Richard Feynman sur les ondes gravitationnelles planes. Et au cours des années 30, je reviens un petit peu en arrière, au mois de juillet 1936, Albert Einstein lui-même va s'intéresser à nouveau aux ondes gravitationnelles, et avec un collègue, Nathan Rosen, il va soumettre un article à la Physical Review de l'American Physical Society, intitulé « Does the gravitational wave exist ?» Est-ce que les ondes gravitationnelles existent? Et la conclusion de leur article, c'est que les ondes gravitationnelles n'existent pas. D'ailleurs, Einstein, en 1936, écrira à son ami Max Born: « Avec un jeune collaborateur, je suis arrivé au résultat intéressant que les ondes gravitationnelles n'existent pas, bien qu'en première approximation, elles aient été considérées comme une certitude. Cela montre que les équations non linéaires de la relativité générale peuvent nous en dire plus, ou au contraire nous limiter plus que nous ne l'avions pensé jusqu'à présent. » Après que l'article ait été examiné et critiqué par un référé, c'est-à-dire un expert auquel le directeur de la revue soumet l'article pour lui demander son avis, savoir s'il y a des erreurs. Cet expert ici sera Howard Percy Robertson, qui est un spécialiste de la relativité générale. Donc après que cet article ait été examiné par Robertson, les critiques de Robertson sont envoyées à Albert Einstein, qui répond dans une lettre virulente au directeur de la revue: « Cher monsieur, nous, monsieur Rosen et moi-même,
nous avions envoyé un manuscrit pour publication et ne vous avions pas autorisé à le montrer à des spécialistes avant qu'il ne soit imprimé. Je ne vois aucune raison de répondre aux commentaires par ailleurs erronés de votre expert anonyme. Sur la base de cet incident, je préfère publier cet article ailleurs. Respectueusement, Albert Einstein. Finalement, Einstein soumet l'article en 1937 au Journal of Franklin Institute, non sans l'avoir corrigé de l'erreur qu'avait pointé Robertson, mais en plus, il a changé la conclusion, les ondes gravitationnelles peuvent exister. Nathan Rosen, qui est parti pour un séjour de 2 ans en Union soviétique avant que Albert Einstein ne resoumette l'article, n'est pas d'accord avec cette correction. En 1955, à l'occasion du jubilé de la relativité restreinte, se déroule à Berne, sous la présidence de Wolfgang Pauli, la première conférence General Relativity, à laquelle devait assister Einstein. Einstein va mourir quelques semaines avant que la conférence ne commence. Et à cette occasion, Nathan Rosen va faire une présentation où il argumente pour démontrer que les ondes gravitationnelles ne peuvent exister. Et jusque dans les années 70, alors que la plupart des physiciens de l'époque sont désormais convaincus du contraire, il soutiendra que les ondes gravitationnelles ne peuvent exister. Il publiera même un article en 1973, « Does gravitational wave exist ?» Elle n'est pas le seul à être sceptique. Au début des années 50, d'autres physiciens ou mathématiciens sont sceptiques sur l'existence des ondes gravitationnelles, ou bien sur le fait qu'elles transportent de l'énergie, ou sur le fait qu'un système binaire, donc 2 astres qui tournent l'un autour de l'autre, peuvent émettre des ondes gravitationnelles. Donc, parmi ces physiciens ou mathématiciens, il y a Leopold Infeld qui a collaboré avec Einstein et qui plus tard a été contraint de repartir en Pologne où il a fondé un groupe qui a beaucoup fait pour l'étude de la relativité générale et pour les ondes gravitationnelles. Mais il était à cette époque fortement sceptique sur la possibilité pour les ondes gravitationnelles de transporter de l'énergie. Hermann Bondi, qui était mathématicien au King's College de Londres, également était sceptique sur la possible existence des ondes gravitationnelles et sur le fait qu'elles transportaient de l'énergie. Toutefois, il avait fondé un groupe dans le domaine de la relativité générale au King's College. Il avait fait venir plusieurs physiciens en postdoc, dont un physicien polonais qui s'appelle Andrzej Strootman, dont les travaux ont fini par convaincre Hermann Bondi que les ondes gravitationnelles pouvaient exister. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 40-50, enfin, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et entre 1925 et 1955, en gros, il y a peu de travaux théoriques qui concernent les ondes gravitationnelles. Donc il y a des travaux de Einstein et Rosen, il y a des travaux de Landau et Lifshitz, etc. Mais il y a peu de travaux qui concernent la relativité générale en général. Ceci dit, c'est quand même une période très riche où en fait les équations de la relativité générale vont être à la base de beaucoup de considérations sur la cosmologie ou sur les débuts de l'univers ou bien sur les effets de l'antigravitationnel qui pourraient être observés quand l'image d'une galaxie, par exemple, passe à côté de l'image d'une autre galaxie ou d'un autre astre qui, par gravitation, va créer comme un effet de lentille, comme en optique. Il va y avoir quand même pas mal de travaux dans ce désert, enfin, dans cette période de basse eau, comme disent certains historiens des sciences, de la relativité générale. En janvier 1957 a lieu à Chapel Hill, à l'Université de la Caroline du Nord, la 2e conférence General Relativity, dont le titre est The Role of Gravitation in Physics. Cette conférence est dédiée à la fois à 2 aspects. D'une part, discuter de tout ce qui est théorie de la relativité générale classique, avec notamment les aspects ondes gravitationnelles, et discuter de l'application, des liens possibles entre la théorie de la relativité générale, enfin la gravitation, et le monde de la mécanique quantique.
Et cette conférence, en fait, va réunir d'anciens physiciens qui avaient longtemps travaillé sur la relativité générale dans les années 20, et des nouveaux physiciens, qui certains ont été formés justement à l'école de Bondi ou de Wheeler, ou de Hitfeld, qui vont beaucoup discuter sur les ondes gravitationnelles, et cette conférence est considérée comme un tournant majeur de l'histoire des ondes gravitationnelles. C'est une sorte aussi de renaissance de l'étude de la relativité générale, qui jusqu'à présent était considérée un peu comme juste un centre d'intérêt pour mathématiciens, mais qui n'avait pas tellement de possibilités d'être validé par des mesures expérimentales, notamment dans le domaine des ondes gravitationnelles. Lors de cette conférence, Félix Pirani, donc un élève de Hermann Bondi, montre qu'un effet observable lors du passage d'une onde gravitationnelle est la variation de la distance entre deux masses. C'est un effet de marée. Je caricature un peu, mais en gros, si vous avez une masse et que vous faites passer une onde gravitationnelle dessus, ça ne lui fait aucun effet. Enfin, vous ne pouvez pas détecter le passage de l'onde gravitationnelle. Si par contre vous avez deux masses, l'onde gravitationnelle qui va passer va créer un effet de marée entre ces deux masses et va modifier la distance entre les deux masses, de façon proportionnelle à cette distance. C'est-à-dire que si ces deux masses sont séparées par 1 mètre et que l'onde gravitationnelle a une amplitude de 0,1, elle va modifier ce 1 mètre de 10 cm. Si les deux masses sont séparées par 2 mètres, elle va modifier cette distance de 20 cm. Et plus les deux masses sont séparées, plus la modification de distance est importante. Et Hermann Bondi et Richard Feynman, qui étaient à cette conférence, ont montré que les ondes gravitationnelles emportent de l'énergie et sont donc détectables. Ils utilisent un argument que j'ai toujours un peu de mal à comprendre, qui est que si une onde gravitationnelle arrive sur un système composé d'une tige sur laquelle coulissent deux perles qui frottent légèrement sur la tige, lorsque l'onde gravitationnelle passe, elle va modifier la distance entre les deux perles, et cette modification va impliquer que les perles vont frotter sur la tige, et ce frottement va générer de la chaleur, donc de l'énergie. Cette énergie, elle vient bien de quelque part. Forcément, elle vient de l'onde gravitationnelle qui a créé ce mouvement. Alors toutefois, malgré les nombreuses discussions qui ont eu lieu à cette conférence sur les ondes gravitationnelles et sur le fait qu'elles transportaient de l'énergie, le discours de clôture que donne Peter Bergman à cette conférence se termine ainsi. Il existe un troisième type d'expérience qui apparemment n'est pas réalisable et ne le sera sans doute pas avant longtemps. Ce type d'expérience correspond à la détection des ondes gravitationnelles. Un des participants à cette conférence de Chapel Hill est Joseph Weber, qui est professeur de génie électrique à l'Université du Maryland, qui est passionné de relativité générale et qui a pris une année sabbatique pour travailler à partir de 1955 avec John Archibald Wheeler. Et vont même publier en 1957 un papier sur les ondes gravitationnelles de Einstein-Rosen. Et cette conférence va lui donner l'élan pour tenter de réaliser la détection des ondes gravitationnelles, malgré la conclusion de Peter Bergman. Et il déclarera en 1972 « Quand j'ai décidé de rechercher les ondes gravitationnelles, il y a environ 14 ans, la plupart des physiciens ont applaudi notre courage, mais pensaient que le succès, c'est-à-dire la détection d'une onde gravitationnelle, demanderait encore un siècle de travail expérimental. » En 1959, donc 2 ans plus tard, Joseph Weber publie un article où il décrit son programme de travail pour construire un détecteur d'ondes gravitationnelles, Detection and Generation of Gravitational Waves, et construit le premier détecteur d'ondes gravitationnelles dans la foulée, qui est composé d'une barre d'aluminium résonnant à 1660 Hz, dont la vibration est détectée par des capteurs piézoélectriques. C'est-à-dire que cette barre d'aluminium, si une onde gravitationnelle passe, cette onde gravitationnelle va modifier la longueur de la barre. Et si cette onde gravitationnelle a une fréquence proche de 1660 Hz, elle va modifier la longueur à cette fréquence. Et comme la barre est résonante à cette fréquence, le phénomène de résonance va amplifier cette modification de longueur.
Et ce mouvement amplifié va être détecté par les capteurs piézoélectriques qu'il a posés tout le long du centre de la barre. Donc, quand la barre s'allonge, les capteurs piézoélectriques vont détecter une modification du diamètre de la barre. Et 1660 Hz, je ne sais pas trop qu'est-ce qui a présidé au choix de cette résonance. Peut-être le fait qu'à l'époque, on avait une petite idée déjà des sources d'ondes gravitationnelles. On se disait que une étoile qui explosait, une supernova, pouvait peut-être produire des ondes gravitationnelles dans un domaine de fréquence proche de ces 1660 Hz. Toujours est-il que donc il a construit ce détecteur à barres. Et il a été aidé de 1959 à 1962 par son étudiant qui s'appelait Robert Forward. On va retrouver M. Robert Forward un peu plus tard. En décembre après avoir construit plusieurs barres et essayé de les faire fonctionner en coïncidence sur le site de l'Université du Maryland, il s'est aperçu que les barres devaient être beaucoup plus éloignées, de façon à être sûr que s'il y avait une coïncidence entre les barres, ce n'était pas dû à des bruits environnementaux autour de l'université, mais que c'était dû à un phénomène astrophysique, donc à des ondes gravitationnelles. Donc en décembre 1968, il a installé 2 détecteurs, un sur le campus de l'Université du Maryland et un à Arbonne, près de Chicago. Et il les a mis en opération en coïncidence, la coïncidence étant non pas assurée comme aujourd'hui par le temps GPS fourni par des satellites, mais par un téléphone. C'est-à-dire que quand à l'Université du Maryland, on détectait quelque chose, on téléphonait à la personne qui était à Chicago pour lui signaler la détection, et la personne à Chicago vérifier s'il y avait aussi un événement à ce moment-là. Et il va trouver des événements comme celui-là, où on voit ici le bruit de fond du détecteur, et puis de temps en temps, un signal un petit peu au-dessus du bruit de fond, dans le détecteur de Maryland et dans le détecteur de Arbonne. Et le 29 avril 1969, il annonce la détection des ondes gravitationnelles lors d'une conférence aux USA. Et en juin 1969, il écrit un article où il dit que voilà, evidence for discovery of gravitational radiation. Il a découvert les ondes gravitationnelles. On va s'apercevoir assez rapidement que les analyses qu'il a faites sont incorrectes. D'autres vont commencer sous son impulsion. C'est quand même Joseph Weber qui va donner l'impulsion pour construire des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Même si plus tard on va considérer qu'il n'a pas vu les ondes gravitationnelles, il va être à l'origine de la construction d'autres barres résonantes qui vont être construites par exemple par le groupe de Braginsky en Russie ou par le groupe de Garwin. Là on voit la barre du groupe de Richard Garwin qui travaillait chez IBM. Et aucune de ces barres, certaines étant plus sensibles encore que la barre de Joseph Weber, ne vont réaliser de détection. Aucune ne va confirmer les détections de Joseph Weber. Et dans les années 70, 80, on va continuer à construire des prototypes de barres de plus en plus sophistiqués, de plus en plus sensibles, pour essayer de trouver ces fameuses ondes gravitationnelles. Et jusque dans les années 2000, où des expériences comme Auriga, ici, où on aura une barre qui est en niobium, qui est installée à l'intérieur d'une enceinte à vide, refroidie à moins de 0,1 Kelvin, fortement refroidie pour diminuer tout bruit thermique, pour diminuer l'agitation des atomes de la barre, et suspendue pour l'isoler des mouvements du sol. Et avec une telle barre, on descend assez bas déjà, c'est-à-dire qu'on est capable de voir des ondes gravitationnelles qui ont une amplitude d'environ un peu plus que 10-22, 10 puissance moins 22. Je reviendrai sur cette amplitude tout à l'heure. À l'époque, dans les années 60, enfin en 1967, on a découvert le premier pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même et qui envoie périodiquement un signal radio en direction de la Terre.
Et ensuite, les astronomes ont voulu faire une campagne de recensement de ces pulsars, savoir combien il y a de pulsars, les étudier, quelles sont leurs caractéristiques. Et de décembre 1973 à janvier 1975, Joseph Taylor et son étudiant Robert Hulse vont mener une campagne de détection de pulsars en utilisant le grand radiotélescope d'Arecibo. Et dans la nuit du 2 juillet 1974, ils vont détecter pour la première fois le signal d'un pulsar un peu bizarre. Ils vont appeler PSR 1913 plus 16. Et après avoir étudié ce pulsar pendant environ 2 mois, ils vont avoir la certitude que c'est un pulsar binaire. C'est-à-dire qu'ils ont vu le signal de ce pulsar changer légèrement de fréquence au cours du temps. Et ce changement de fréquence est dû à un effet Doppler qui montre que le pulsar, en fait, tourne autour d'un autre objet. Ils vont même pouvoir déterminer la masse de cet autre objet et voir que c'est une autre étoile à neutrons. Donc, ils ont vu, pour la première fois, ce qu'on va appeler un pulsar binaire. Donc, un pulsar qui tourne autour d'une étoile à neutrons. Et ce genre de système, la relativité générale prévoit qu'il peut émettre des ondes gravitationnelles. Et donc, ces ondes gravitationnelles, enfin, ce système double est constitué donc de deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre en émettant des ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles emportent de l'énergie. Si elles emportent de l'énergie, l'énergie de ce système gravitationnel diminue, et donc les deux étoiles à neutrons se rapprochent et finissent, et les ondes gravitationnelles qui sont émises ont une fréquence de plus en plus grande, et la période orbitale des deux étoiles à neutrons l'une autour de l'autre diminue. Et c'est ce que vont étudier Joseph Taylor et Joel Weisberg. Ils vont faire des mesures sur plusieurs années et s'apercevoir que la période orbitale de ce pulsar diminue au cours du temps. Donc, par exemple, au bout de 6 ans, la diminution est d'environ 1 seconde sur une orbite dont la période est d'environ 8 heures. Et ces mesures vont être réalisées jusqu'en 2013, avec une précision de plus en plus grande. Et on va s'apercevoir que, déjà à cette époque, on s'aperçoit que la prédiction de la relativité générale en ce qui concerne l'émission d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire l'explication de cette décroissance de la période orbitale par l'émission d'ondes gravitationnelles, qui est cette courbe théorique ici, correspond assez bien aux mesures expérimentales. Et sur une durée plus longue, on voit que la correspondance est quasi parfaite. Donc, PSR 1913 plus 16 émet des ondes gravitationnelles dont la fréquence augmente au cours du temps. Et ça pourrait peut-être ressembler à ça. Les ondes gravitationnelles existent et elles emportent de l'énergie. À partir de 1982, on en est sûr. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous dire un peu à quoi ressemble l'effet d'une onde gravitationnelle. Si vous êtes face à une onde gravitationnelle et que vous disposez un ensemble de masses comme ça, en forme de cercle, lorsque l'onde gravitationnelle passe, le cercle va être modifié de cette façon. C'est-à-dire que dans une direction, il est contracté, dans l'autre direction, il est allongé, et inversement. Alors là, l'effet est très exagéré. Et si vous regardez ça en 3 dimensions, si vous mettez des cercles comme ça de masse les uns derrière les autres, vous voyez la propagation de l'onde gravitationnelle. Voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, très exagéré, parce qu'une onde gravitationnelle, ça a une amplitude très faible, sauf si vous êtes très proche de la source. J'aime bien cette image, donc je la mise aussi. À quoi ressemble le passage d'une onde gravitationnelle. Alors, si un jour vous avez la tête qui semble s'allonger, ou puis ensuite s'allonger dans l'autre sens, ne vous inquiétez pas, c'est le passage d'une onde gravitationnelle. Donc, pour
détecter ce genre de modification des distances, un très bon détecteur qui détecte les variations de longueur, c'est l'interféromètre. Un interféromètre, c'est très grossièrement, c'est un faisceau laser qui va être envoyé sur une lame séparatrice. Cette lame séparatrice va scinder le faisceau laser en deux. Et dans chaque bras de l'interféromètre, les faisceaux vont se propager jusqu'à des miroirs. Au bout des bras, les miroirs vont renvoyer les faisceaux, et les faisceaux vont interférer ici. Et l'interférence va donner une certaine quantité de lumière détectée par un photodétecteur. Et la quantité de lumière en sortie va dépendre de la différence de longueur entre les deux bras de l'interféromètre. Donc si vous avez une onde gravitationnelle qui passe sur cet interféromètre, elle va raccourcir un bras, allonger l'autre, et donc modifier la différence de longueur entre les bras, et donc modifier la quantité de lumière en sortie de l'interféromètre. Et si une onde gravitationnelle passe, donc voilà à quoi ça ressemblerait. On voit les miroirs, les distances qui se modifient et la quantité de lumière qui change en sortie de l'interféromètre. Alors les premiers à avoir suggéré ce genre de détecteur ou avoir fait des expériences de pensée pour détecter les ondes gravitationnelles à l'aide d'un interféromètre avec un faisceau laser, c'était même avant l'invention du laser. Félix Pirani, en 1956, on en a déjà parlé. En Russie, enfin en Union soviétique à l'époque, Gerzenstein et Kustovoit ont également proposé ce genre de détection, ainsi que Braginski, en 1966. Et puis Moss, Miller et Forward, Forward l'étudiant de Joseph Weber, ont proposé en 1971 décrit pour la première fois un prototype d'un tel détecteur. Et donc, l'idée, c'était non seulement d'être très sensible aux modifications de distance créées par les ondes gravitationnelles, mais en plus, ce genre de détecteur permet d'observer les ondes gravitationnelles dans une large bande de fréquences. C'est-à-dire que Weber, lui, regardait à 1660 Hz. Si une onde gravitationnelle à 900 Hz était arrivée sur son détecteur, il n'aurait rien vu. Donc, quand on ne sait pas trop quelles sont les fréquences des ondes gravitationnelles émises par des sources inconnues, ou par contre qu'on a une petite idée de la fréquence des ondes gravitationnelles qui pourraient être émises par des systèmes binaires, on s'est intéressé à ce genre de détecteur large bande qui regarde dans plusieurs fréquences à la fois. C'est un peu comme si on mettait des barres de Weber de différentes longueurs, une sorte de xylophone de barres de Weber, chacune recherchant dans une fréquence donnée. Mais on fait ça avec un seul instrument, un interféromètre. Donc c'est un projet qui a été initié au Hughes Research Lab, où travaillait Forward, en 1966, qui a abouti en 1971, cette première publication. Et puis en 1978, après avoir amélioré leur prototype, qui est ici, hein, c'est un tout petit interféromètre qui est isolé des mouvements du sol par un système de ressort, ils ont obtenu déjà une bonne sensibilité, c'est-à-dire qu'entre 1 et 3 kHz, ils étaient sensibles à des ondes gravitationnelles qui déforment, qui changent les distances d'environ 3,10-16 mètres. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la taille du noyau de l'atome. Et c'était à peu près la même sensibilité que la barre de Weber, sauf que la barre de Weber avait cette sensibilité à une fréquence donnée, eux, ils l'avaient entre 1 et 3 kHz. Et dans leur papier, dans leur article, ils disent « Notre travail a bénéficié de nombreuses discussions avec Philippe Chapman, ainsi que Ray Weiss, qui est impliqué dans la conception et la construction de son propre détecteur au MIT. Et l'idée de détecter les ondes gravitationnelles en utilisant un laser pour mesurer le mouvement différentiel de deux masses libres a été suggérée souvent par le passé, et à notre connaissance, la première suggestion a été faite par Joseph Weber lors d'une conversation téléphonique avec l'un d'entre nous en 1964. Donc on peut aussi dire que Joseph Weber a été un peu l'instigateur non seulement des barres de Weber, mais aussi du développement des interféromètres détecteurs d'ondes gravitationnelles. Alors, en 1972, Ray Weiss, qui travaille
au MIT, qui est tout nouveau professeur, entre guillemets, au MIT, s'intéresse aux ondes gravitationnelles. On lui demande de faire un cours sur la relativité générale à des étudiants, et lui ne connaît pas bien la relativité générale. Il l'apprend quasiment, comme il dit, avec un jour d'avance sur les étudiants. Et il prépare son cours en utilisant un livre écrit par Joseph Weber sur la relativité générale et les ondes gravitationnelles. Et il va écrire en 1972 un rapport interne au MIT où il décrit pour la première fois, de façon détaillée, un détecteur interférométrique donc gravitationnel, mais surtout les bruits et la sensibilité d'un tel détecteur. C'est-à-dire que là, on voit le schéma de ce détecteur avec les miroirs de bout de bras ici. Il décrit tous les bruits possibles qui pourraient gêner la détection des ondes gravitationnelles avec un interféromètre. Et on va passer là-dessus. Et il y aurait beaucoup de choses à raconter en fait sur cette période des années 70-80, sur les premiers prototypes qui ont été développés, les premiers prototypes d'interféromètres qui ont été développés. Là, je fais juste la liste de quelques prototypes qui ont vu le jour. Donc suite à ces premiers prototypes de forward, de revice, il y a eu des prototypes de 10 mètres de long, donc plus grands, qui ont été développés par l'équipe de Ron Deriver à Glasgow, un prototype de 3 mètres, puis un prototype de 30 mètres par l'équipe de Rüdiger et de Schilling à Garching, en Allemagne. Il y a aussi des études sur la stabilisation en fréquence des lasers et un prototype développé à Orsay par Alain Brier et son équipe. Et puis, donc le prototype au MIT de Revice. Et puis à Caltech a été construit un prototype de 40 mètres dans les années 80 et 90, et qui était essentiellement dirigé par Stan Whitcomb. Donc là, c'est un schéma du prototype de Garching, où on reconnaît toujours les deux bras d'interféromètre, sauf qu'ils avaient rajouté des miroirs ici pour faire des allers-retours à la lumière du laser, pour fictivement faire comme si les bras étaient beaucoup plus longs. Et tous ces prototypes en fait, ont donné lieu à beaucoup d'innovations qui vont servir plus tard pour fabriquer les grands interféromètres de plusieurs kilomètres de long. Et déjà à l'époque, avec ces prototypes, ils obtiennent une sensibilité qui est déjà beaucoup plus basse que celle du premier prototype de format. On est à, disons, 4 fois 10 puissance moins 18 mètres, donc de l'ordre du millième de la taille d'un noyau d'atome. Ils sont capables de détecter, donc ça c'était le prototype de Garching, qui était capable de détecter des modifications de distance de cet ordre de grandeur, au-dessus de 1000 Hz. Puis le prototype de 40 mètres à Caltech avait les mêmes performances. Au niveau de 100 Hz, ils étaient capables de voir une variation de longueur de 4 10 puissance moins 16 mètres. Alors, je reviens sur l'amplitude de l'onde gravitationnelle, qu'on appelle souvent petit h. Elle est proportionnelle à la modification de distance, delta L, divisée par cette distance L. Donc, si vous avez une onde gravitationnelle de 0,1 par exemple, pour un L de 1 mètre, vous avez un delta L qui fait 1,1 mètre. Vous avez un delta L qui fait 0,1 mètre. Donc, allonger les bras, augmenter L, ça permet de détecter des valeurs petit h, des amplitudes d'onde gravitationnelles plus petites, c'est-à-dire augmenter la sensibilité du détecteur. Donc, très très rapidement, on va s'apercevoir qu'il va y avoir des propositions pour passer des prototypes de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, à des interféromètres qui font plusieurs kilomètres. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à raconter si on faisait l'histoire, non pas des ondes gravitationnelles, mais des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Il s'est passé énormément de choses dans ces années 80 et 90, que ce soit pour
des améliorations des interféromètres pour la sociologie des groupes qui ont travaillé sur ces interféromètres. Et pour résumer, en 1979, Ray Weiss propose la construction de détecteurs kilométriques. Et au MIT et à Caltech, on propose aussi avec Ray Weiss, on propose la construction de détecteurs kilométriques en 1983. Alain Brillet et son groupe sur les lasers rencontrent Alberto Giasotto qui lui s'intéressait à la détection d'ondes gravitationnelles à beaucoup plus basse fréquence. On espérait détecter, par exemple, les pulsars eux-mêmes en rotation pourraient générer des ondes gravitationnelles, mais cette fois-ci à beaucoup plus basse fréquence. Et pour détecter ces ondes gravitationnelles à basse fréquence, il fallait vraiment isoler les miroirs des mouvements sismiques du sol. Et donc, Adalberto Giasotto développait à cette époque un prototype d'atténuateur antisismique qui permet en fait d'isoler les miroirs très fortement des mouvements du sol. Et il rencontre Alain Brillet au Marcel Grossman Meeting à Rome en 1985. Et là va commencer la collaboration qui va aboutir au projet Virgo dans lequel je travaille aujourd'hui. Donc 1985, c'est aussi une proposition du groupe de Garching pour fabriquer un grand interféromètre de plusieurs kilomètres de long en Allemagne. Et puis en 1989, quasiment toutes les propositions se font ensemble. Donc il y a une proposition en Europe du groupe de Garching qui s'est associé au groupe de Glasgow pour faire le projet GEO de détecteur kilométrique. Et puis, de même pour un détecteur kilométrique qui s'appellerait LIGO, côté américain, et Virgo, projet franco-italien. En 1990, la National Science Foundation approuve le projet LIGO. En 1992, Virgo est approuvé par le CNRS et l'INFN qui décident de financer ce détecteur. Et en 1994, l'approbation d'un projet plus restreint à cause de limitations budgétaires, GEO 600, qui au lieu de faire 3 km de long, fera 600 mètres de long. Et dès 1992, Kip Thorne, qui est un théoricien qui travaillait justement à la proposition de LIGO avec Ray Weiss, avec Ron Drieger, déclare déjà qu'on va fonctionner avec un système LIGO-Virgo, un ensemble de détecteurs interférométriques, tel qu'aujourd'hui on fonctionne. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler qu'un interféromètre comme les détecteurs interférométriques kilométriques qui sont proposés vont fournir un signal au cours du temps qui correspond à la quantité de lumière reçue. Donc cette quantité de lumière fluctue au cours du temps. Et elle correspond aux variations de longueur des bras d'interféromètre qui sont d'environ, pour une onde gravitationnelle typique d'amplitude 10 puissance moins 22, pour des bras de longueur 3 km, ça veut dire qu'on essaye de mesurer des variations de longueur de 10 puissance moins 18 mètres. Donc voilà, dans les années 90, les détecteurs ont été construits. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le détecteur Virgo. Si on regarde à l'intérieur de ces bâtiments, on voit différents éléments. Je n'irai pas dans le détail, disons que ça c'est un miroir de Virgo, ça c'est le banc de détection en sortie du détecteur, en sortie de l'interféromètre. Ça, ce sont les grandes tours qui contiennent les super atténuateurs au bout desquels sont suspendus les miroirs. Et tout ça est dans des enceintes à vide pour éviter que l'air ne vienne perturber l'interféromètre. Et le faisceau laser parcourt 3 km à l'intérieur d'un tube à vide, lui aussi 3 km de long, protégé par un tunnel dans lequel on peut se promener en discutant des difficultés de la détection des ondes gravitationnelles. Et côté américain, donc les deux interféromètres LIGO, qui sont basés à Livingstone, en Louisiane, et à Hanford, dans l'État de Washington, ressemblent à ça en vue aérienne. Et quand on regarde à l'intérieur, c'est similaire à Virgo. Vous avez des miroirs, des tubes à vide, une salle de contrôle. Et après pas mal de travail,
les interféromètres LIGO et Virgo sont prêts en 2007 à réaliser une première prise de données scientifiques commune. Et ça a été, en fait, pour aboutir à cette prise de données scientifiques commune, un long chemin d'innovation, de prototypes, de construction, de mise au point du détecteur, d'amélioration de la sensibilité des détecteurs, d'études des bruits. Et on pourrait résumer ça par cette courbe ici, enfin cet ensemble de courbes, qui montre la sensibilité des détecteurs en fonction de la fréquence. C'est-à-dire que si vous prenez cette courbe-là, par exemple, à ce moment-là, le détecteur ne pouvait détecter que des ondes gravitationnelles dont l'amplitude était supérieure à cette ligne. Donc on est à 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 15, enfin, ça dépend de la fréquence. Et vous voyez que sur environ plus de 6 ans de travail, on a baissé cette sensibilité presque jusqu'à la sensibilité qu'on voulait atteindre initialement. Et si je compare avec la barre de Weber se trouve ici. La sensibilité est à quasiment une seule fréquence et c'est un instrument qui n'est pas très sensible par rapport au détecteur Virgo. Les prototypes de Garching de 30 mètres, de Caltech de 40 mètres se situent ici, c'est-à-dire que leur sensibilité correspond à peu près à ce trait rouge. Et le détecteur à barre le plus perfectionné, qui s'appelle Auriga, avait une sensibilité, donc j'ai dit quelques 10 puissance moins 22, mais à une fréquence d'environ 930 Hz. Donc on a vraiment changé d'échelle, que ce soit en bande de fréquence comme en sensibilité. Et en octobre 2011, les prises de données qui avaient commencé en 2007 s'arrêtent. Les détecteurs sont modifiés pour améliorer d'un facteur 10 encore la sensibilité. Donc on fait des améliorations pour fabriquer ce qu'on appelle Advanced LIGO et Advanced Virgo. Donc des nouveaux miroirs, des suspensions améliorées, un laser plus puissant, parce que plus on a de lumière dans l'interféromètre, moins on a de bruit, enfin, plus on est sensible aux ondes gravitationnelles. Et au final, en septembre 2015, les détecteurs Advanced LIGO réalisent leur première prise de données scientifiques, avec une sensibilité ici pour les deux détecteurs de Hanford et Livingstone, qui est qui n'est pas 10 fois meilleure que la sensibilité précédente, environ 3 à 4 fois meilleure, mais ça va être suffisant en fait, puisque le 14 septembre 2015, dès le début, un signal est détecté. Et voilà à quoi ressemble ce signal dans le détecteur de Hanford et dans le détecteur de Livingstone. Ici, on a la superposition des deux signaux, avec un décalage temporel de 7 millisecondes entre Hanford et Livingstone. Simplement, la onde gravitationnelle est arrivée en biais par rapport à la ligne qui relie les deux détecteurs, et donc ça donne un décalage d'arrivée entre un détecteur et l'autre. Et ce sont des signaux qui sont très forts, c'est-à-dire qu'on peut les voir à l'œil nu. On voit très bien la forme caractéristique d'un signal d'onde gravitationnelle de deux astres qui tournent l'un autour de l'autre, et dont la fréquence augmente au cours du temps, et dont l'amplitude aussi augmente au cours du temps. Si on regarde dans un diagramme temps-fréquence, c'est-à-dire qu'on regarde le signal donc pas seulement en temps, mais aussi comment on varie sa fréquence, on voit là une forme caractéristique qui est celle d'un signal donc gravitationnel de deux astres qui tournent l'un autour de l'autre. Et donc l'amplitude de ces ondes gravitationnelles est d'environ 10-22, puis à la fin du signal, c'est-à-dire quand les deux objets fusionnent, elle est d'environ 10 puissance moins 21, avec une fréquence qui va varier de 30 Hz à 250 Hz. Et le tout va durer 0,2 secondes. C'est vraiment un signal très court. Mais on a suffisamment d'informations, on a suffisamment de cycles ici de ce signal pour l'analyser, pour reproduire en fait, en faisant une modélisation numérique de la relativité générale, on arrive à reproduire le signal théorique qui colle très bien avec le signal détecté. En fait, c'est avec ce signal théorique que l'on a utilisé une technique qu'on appelle
match filtering qui permet de faire coller un signal théorique avec les données enregistrées et de faire ressortir d'autant mieux le signal d'onde gravitationnelle qui était caché dans les données enregistrées. Alors, je vous fais écouter ce signal, en fait, donc vu en temps et en fréquence dans les deux détecteurs Hanford de Livingstone. Ces signaux donc, sont entre 30 et 250 Hz. Donc si vous les filtrez légèrement et puis que vous les envoyez vers un haut-parleur, vous pouvez les écouter. C'est dans un domaine de fréquence audible. On va les réécouter. Ça dure uniquement 0,2 secondes. Alors pendant ces 0,2 secondes, une quantité incroyable d'énergie a été mise sous forme d'onde gravitationnelle par un système qui est composé de deux trous noirs, un de 36 masses solaires et un de 29 masses solaires. Ces deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Ici, on voit l'intensité de leur champ gravitationnel. Et ici, on voit le signal qui serait détecté par un détecteur interférométrique, par exemple. Ce signal, au cours du temps, donc, va augmenter en fréquence et augmenter en amplitude. Et ici, le champ gravitationnel ici est perturbé par la présence des ondes gravitationnelles créées par ce système. Et ces ondes gravitationnelles, leur amplitude ici est marquée par la hauteur de ces bosses dans cette simulation. Et à la fin de la rotation, il y a fusion entre les deux trous noirs. Et le trou noir final qui a été formé va vibrer encore pendant un petit moment en émettant des ondes gravitationnelles de plus en plus faibles. Et c'est ce train d'ondes gravitationnelles qui va, au bout d'1 milliard d'années, parce que ce système est 1 milliard d'années-lumière, enfin 1,3 milliard d'années-lumière de nous. Au bout d'1,3 milliard d'années, les ondes gravitationnelles vont arriver sur Terre et modifier légèrement les longueurs des bras des interféromètres. Donc le 11 février 2016, Libo et Virgo publient un article scientifique décrivant la première détection directe d'ondes gravitationnelles. Évidemment, nous sommes tous contents, et nous ne sommes pas les seuls. Et en fait, si on analyse l'ensemble de la prise de données qui a été réalisée entre septembre 2015 et janvier 2016, on s'aperçoit qu'il y a d'autres événements. Une autre rencontre de trous noirs a été détectée le 26 décembre 2015, et une autre peut-être, qui est moins évidente, qui sort moins du bruit du détecteur, qui a été détectée le 12 octobre 2015. Donc on commence à faire une sorte d'astronomie gravitationnelle. On n'est déjà plus à l'époque de chercher à faire une première détection d'ondes gravitationnelles. On commence à avoir plusieurs sources. Pour l'instant, c'est le même type de sources. Ce sont toujours des trous noirs qui se rencontrent. Et on espère avoir un jour la détection de deux étoiles à neutrons qui se rencontrent, ou une étoile qui tombe dans un trou noir, ou une supernova qui explose. Donc on a désormais un réseau international d'observatoires avec les deux détecteurs américains de Hanford et Livingstone, le détecteur Virgo, le détecteur GEO 600. Bientôt, nous serons rejoints par le détecteur Kagra qui se construit au Japon et par LIGO India qui sera dans quelques années peut-être opérationnel en Inde. Voilà, une autre page de l'histoire des ondes gravitationnelles commence. L'astronomie gravitationnelle. Et donc une sorte de nouvelle astronomie qui est née, qui regarde l'espace-temps au lieu de regarder la lumière, et qui fera peut-être des découvertes étonnantes sur le contenu de l'univers. Alors, je voudrais terminer sur un hommage à Félix Pirani, qui fut l'impulsion première pour la détection des ondes gravitationnelles à la conférence de Chapel Hill en 1957, et qui est décédé le 31 décembre 2015, juste après la détection juste après ses premières détections d'ondes gravitationnelles. Voilà, je vous remercie.